Je vais faire juste un petit rappel de certains points pour ensuite vous donner la parole. Est-ce que c'est prévu qu'on commence les exposés aujourd'hui? Oui. D'accord. Non? Non. Bon, ceux qui sont prêts, est-ce que vous avez ramené votre ordinateur? Non. Comment vous voulez faire l'exposé? Exposer sans exposé. Comme un peintre qui va faire l'exposition et il n'a pas de tableau. Oui ou pas bon? Ça va sinon être une discussion. Alors, peu importe. Là, il faut un ordinateur. Je vous ai demandé, je ne sais pas si je vous rappelle, je vous ai demandé de venir avant les autres, de mettre la technologie en marche, fixer les problèmes si jamais il y en a, et après, on arrive, on commence directement. Je suis quand même assez. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, il est pas. Alors, veuillez m'accorder 15 minutes. Après, on termine à 15 heures, c'est ça, 15 heures? Oui. Non. Oui. 15 heures, voilà. Accordez-moi 15 minutes, juste le temps pour rappeler ceux qui étaient absents, pour rappeler ceux qui ont tendance à ne pas réviser avant de venir en classe, ce que nous avons vu la semaine dernière, éventuellement, parce que la semaine dernière j'ai fait pratiquement une conférence presque orale, sans paramètres, mais là je vais vous faire un encadrement juridique au sujet des libertés publiques, à la fois des garanties constitutionnelles, mais aussi, les garanties juridiques, mais aussi les mécanismes d'application et les mécanismes de contrôle des libertés publiques. Alors, la question fondamentale que nous sommes posée la semaine dernière au sujet qu'on a posé la question de la théorie générale des libertés publiques est la suivante. En fait, il n'y a pas qu'une seule question, il y a deux questions, mais une seule question centrale qui se subdivise en deux sous-questions. Alors la première, c'est à quel niveau juridique se situe la reconnaissance des libertés publiques? À quel niveau juridique se situe la reconnaissance des libertés publiques? Deuxièmement, par quels moyens et mécanismes sont assurés ou est assurée la protection des libertés publiques? Par quels moyens et mécanismes est assurée Là, franchement, il faut aller voir des pédopsychanalystes, psychologues, psychiatres. Parce que là, il y a quelque chose qui vous dépasse. Il y a quelque chose qui est indomptable chez vous. Certains d'entre vous, je ne vais pas loin de là, mais certains d'entre vous sont incapables de s'autocontrôler. Donc, ils ne peuvent pas être des citoyens. Il y a une impossibilité d'être à la fois citoyen et ne pas se contrôler. Impossible. Alors donc, par quels moyens et mécanismes est assurée la protection des libertés publiques? Bien entendu, quand on dit est assurée
assurée, c'est à deux niveaux. Au niveau international, mais aussi et surtout au niveau du Maroc, au niveau du Royaume du Maroc. Alors, pour la première question, à quel niveau juridique se situe la reconnaissance des principes des droits et des libertés publiques, on peut commencer d'abord par dire que ces libertés publiques sont consacrées constitutionnellement, comme on l'a vu la semaine dernière. C'est-à-dire que les libertés publiques sont d'abord assurées constitutionnellement. Que veut dire les libertés publiques sont assurées constitutionnellement? Ça veut dire qu'ils ont un statut législatif. D'accord. Est-ce que la Constitution est une législation? Ou plus que ça? Ça veut dire que la Constitution garantit la protection des droits de l'homme. On peut dire que la Constitution marocaine est une constitution des droits de l'homme. D'accord, très bien. Voilà. Donc ça c'est une réponse, à mon avis, plus étoffée. La Constitution garantit les droits de l'homme par la fixation du cadre juridique des droits de l'homme et les lois proclamées, il faut qu'elles soient conformes à la Constitution Excellent. pour qu'elles ne portent pas atteinte. C'est la constitutionnalité des lois et l'inconstitutionnalité des lois contre le contrôle. Très bien. J'ajoute, c'était dans le même sens, j'ajoute que la Constitution se trouve dans le sommet de la pyramide de la hiérarchie des normes. Excellent. C'est justement cela qui est demandé lorsqu'on prononce le mot constitutionnalité des lois ou le fait. Voilà, c'est le bloc constitutionnel. D'où la Cour constitutionnelle créée en vertu de l'article 133 de la Constitution pour vérifier la constitutionnalité des lois. Très bien. Alors, donc, là, on voit qu'une fois qu'on dit que la Constitution reconnaît les droits de l'homme et les libertés publiques, ça veut dire que quelque part, les libertés publiques et les droits de l'homme sont protégés par la plus haute norme juridique dans un État, qui est, si vous vous rappelez, la pyramide de Kelsen. Donc, on voit que c'est la Constitution qui consacre la liberté publique et les droits de l'homme. Alors, et avec cela, il est possible de dire que à la fois la Constitution, mais les autres normes sont censées protéger les droits de l'homme et les libertés publiques. Quelles sont les autres normes en dehors de la Constitution? Alors, la loi organique, le décret, Tahir, la circulaire, oui, alors, les ordonnances, oui, les ordres aussi, les ordonnances et les ordres. L'ordre, la plupart du temps, il est verbal, il n'est pas écrit. Très rare, on l'écrit. Alors, généralement, à qui s'adresse cette question de protection des droits de l'homme? À qui s'adresse premièrement? Les decision makers? Oui, tout à fait. Ça s'adresse aux citoyens. Non, elle ne s'adresse pas aux citoyens. C'est les citoyens qui les presse. Aux autorités publiques. Oui, les autorités publiques, l'État et notamment l'administration. L'administration. Quand l'administration doit agir en fonction des droits de l'homme et des libertés publiques, elle doit agir en conformité avec cette hiérarchie de normes qui consacrent les libertés publiques et qui les protègent de surcroît. Du coup, il est éminemment important que l'État lui-même s'applique ou s'astreint à appliquer les questions des droits de l'homme et des libertés publiques et de les protéger contre les abus du pouvoir. Donc, les protéger contre les abus du pouvoir, c'est-à-dire contre les abus de l'État. Pour démontrer la relation normalement qui existe entre les libertés et les lois, je résumerai par la fameuse phrase de Montesquieu dans l'esprit des lois, quand il a défini la liberté en tant que c'est un droit de faire tout ce que les lois permettent. Exactement. Donc il y a toujours cette relation entre... C'est les libertés positives de Chia Berlin. Alors, donc, la Constitution consacre, la justice protège. Et notamment, quand on dit justice, on désigne par justice la justice
constitutionnelle, et aussi la justice ordinaire, les juges ordinaires, et surtout, le juge administratif. Le juge administratif, il est indépendant des pouvoirs politiques, il est indépendant des pressions venant de la société, et il peut se prononcer sur des cas, bien entendu, bien définis, qui portent atteinte aux libertés publiques et aux droits de l'homme. Donc, nous avons l'idée que c'est la Constitution qui consacre les droits de l'homme et les libertés publiques, et c'est le juge, qu'il soit ordinaire, constitutionnel et surtout administratif, qui protège les droits de l'homme. Ça, c'est le premier principe. Ensuite, nous avons la mise en œuvre des droits et des libertés publiques par la Constitution. Mais finalement, même la Constitution, elle est faite par qui? Elle est faite par, quelque part, les citoyens. Indirectement par les citoyens, directement par l'Assemblée constituante. C'est-à-dire que là, on est principalement entre deux ordres. L'ordre des libertés, c'est le citoyen, c'est la Constitution, et l'ordre de l'État, qui doit aussi être là pour que la Constitution existe déjà, soit adoptée et qu'elle puisse fonctionner. Donc, État et individus, citoyens, société civile, organisations de la société civile sont séparés, mais ils sont là ensemble. Je dis, ils sont là. Comment ils sont amoureux l'un de l'autre? Est-ce qu'ils se haïssent l'un ou l'autre? Oh, et voilà, moi je t'aime, moi non plus. Parce que normalement, les lois doivent être gérées, les libertés doivent être gérées par les lois. Parce que si jamais quelqu'un est libre de faire ce qu'il veut, on va revenir à l'état de nature. Exactement. Et donc, ça sera la guerre de tout contre le tout. Alors oui, mais là, vous parlez de la logique du contrat social. Oui, tout à fait. Et non pas dans le contrat constitutionnel. Le contrat constitutionnel, c'est entre une partie et une autre. Cette partie, c'est l'État et ses institutions administratives et politiques, et de l'autre côté, le citoyen, la société, le sujet et comment dire, selon l'idée du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui dit que la loi est l'expression de la volonté générale, et en vertu de l'article 2 de la Constitution, la souveraineté appartient à la nation, qu'il exerce directement par référendum et indirectement par ses représentants. Là, c'est un très grand débat en philosophie politique. Est-ce que le contrat, la Constitution, le contrat politique de la Constitution est l'émanation du peuple ou de la nation? On ne peut pas, bien entendu, on ne peut pas s'arrêter là-dessus, ou même aller dans ce sens. C'est un débat qui relève de la philosophie politique, et je vous invite justement à lire les réflexions des uns et des autres sur cette question. Est-ce que le représentant, une fois élu, il représente les électeurs ou il représente la nation? La nation, c'est abstrait. Mais je ne veux pas aller dans ce sens parce que c'est très... Ça me passionne, mais c'est pas, nous n'avons pas le temps pour aller dans le profond. Monsieur, cette relation qui existe entre l'ordre de la liberté des citoyens et l'ordre de l'État fait la naissance d'un contrôle mutuel entre eux, un contrôle réciproque, donc une sorte de réévaluation et un contrôle permanent. Je dirais de contrôle, pas d'évaluation. Alors maintenant, à quoi sert le juge administratif? Le juge administratif. Protéger le citoyen contre l'arbitraire de l'État. Voilà. Alors, c'est protéger le citoyen contre l'arbitraire de l'État. Je dirais protéger le sujet contre l'arbitraire de l'État, parce que le citoyen, il est habitant de la cité, alors qu'il y a des étrangers qui vivent sur le sol des différents pays et qui ont aussi droit à la protection de leurs biens et de leurs droits. Alors, oui, c'est justement le juge administratif veille à ce que l'État n'outrepasse pas les frontières qui lui sont imposées par la Constitution et par les lois. Donc le juge, il fait un contrôle a posteriori.
le contrôle a posteriori, le raqaba al-ba'diyya. Il ne le fait jamais a priori. C'est le Parlement et les commissions parlementaires qui sont habilités à faire ce genre de... Les citoyens aussi, avec la pétition, nous verrons à la fin, par le moyen de la pétition, à demander à ce qu'on arrête, on abolit ou on ne continue pas les discussions sur un projet de loi. Et le contrôle de la constitutionnalité des lois se fait aussi a posteriori et donc, ça dépend des régimes, c'est ça. Ça dépend des régimes. On peut aller saisir la Cour constitutionnelle, mais là vous parlez de la constitutionnalité et l'inconstitutionnalité. Oui. Moi, je vous parle d'une loi qui peut sembler constitutionnelle, mais qui ne va pas dans le sens de l'intérêt des citoyens. On va le voir avec la Covid, comment les citoyens aspirent à la liberté et l'État aspire à l'ordre public et à l'ordre sanitaire. Et les deux ont raison. Il n'y a pas de conflit il y a un conflit de compétences juridiques, mais pas de conflit de loi. La loi, elle est unique. Elle est plutôt libérale. Alors, là, j'ai 4 théories à présenter à vous, avant de vous rendre la parole, qui ont rapport avec les libertés publiques. Parfois, l'État, parfois l'administration, juge important d'intervenir, je ne dirais pas que dans un cas où cela s'applique, mais disons d'intervenir contre les libertés, en restreignant les libertés publiques, en les suspendant, mais jamais à les abroger. Il y a des circonstances, il y a des situations dans lesquelles l'État se doit impérativement d'intervenir et de suspendre, ou même d'aller au-delà, d'outrepasser les limites imposées par la loi. Et ces situations-là sont tellement controversées, sont discutées, sont débattues. Est-ce que vraiment l'État continue à être un État libéral ou est-ce que l'État devient un État autoritaire? Alors, la première de ces théories, c'est la théorie des circonstances dites normales. Les circonstances dites normales entre guillemets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les restrictions aux libertés publiques et privées sont opérées par les autorités de la police ou des autorités publiques, tout simplement, que ce soit la police ou autre autorité, et qui doivent être nécessaires pour assurer l'ordre public. Là, c'est un concept tellement... C'est très important pour l'État, pour l'administration, de parler d'ordre public. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on est devant 2 ordres. L'ordre de la société, des libertés, de l'individu, du sujet, du citoyen, et l'autre ordre, celui de l'État. L'État comme un complexe administratif, répressif, et l'ordre, disons, idéologique. Coercitif. Oui, coercitif, oui, je préfère. C'est-à-dire que l'État doit veiller, bien entendu, sa principale mission, c'est de veiller à l'ordre public. Et le citoyen, sa première préoccupation, c'est de vivre librement. Mais il y a parfois un conflit entre ces 2 intérêts. Alors, quand l'État, le pouvoir public, intervient en fonction pour assurer l'ordre public, il peut limiter les libertés publiques. Et vous avez vécu une expérience que peu de gens ont vécue, c'est ce qui s'est passé avec la Covid, et je ne dirais pas la quarantaine, le confinement avec le couvre-feu, avec les chars, avec les militaires qui circulent dans la ville. Donc ça, c'est une situation qui interpelle à la fois les pouvoirs publics, mais qui interpelle aussi les citoyens quant à l'assurance de leur liberté publique et individuelle. Monsieur, parfois, surtout dans la période du confinement, ou bien du couvre-feu, il y avait vraiment un silence de textes juridiques dans quelques cas. Oui.
Alors, pas des textes juridiques, mais des circulaires, des ordonnances, des directives, oui. Mais le texte juridique, il est resté intact. Il n'y a pas eu de changement. Enfin, la norme supérieure est restée la même. Ce sont uniquement les normes inférieures qui ont, pour gérer la situation, qui ont été promulguées, qui n'avaient pas changé, qui étaient promulguées. Alors, donc, dans tous les cas, la théorie des circonstances dites normales doit être justifiée, c'est-à-dire que la préservation de l'ordre public doit être justifiée pour éviter le désordre. L'État, tous les États du monde ont horreur du désordre. Et que leur mission principale, c'est d'assurer l'ordre. En France, on l'appelle l'ordre républicain. Ici, au Maroc, on l'appelle l'ordre public. Mais ça revoit à la même chose. Donc, la deuxième théorie, et j'aimerais bien si quelqu'un d'entre vous puisse nous faire un exposé ou un développement, allez voir les arrêtés des tribunaux marocains à ce sujet. Récemment, à partir du début de la Covid. Alors, la deuxième théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie des circonstances exceptionnelles. La théorie des circonstances exceptionnelles. Alors, cette théorie, en quoi il diffère des circonstances dites normales, c'est que ici, nous ne sommes pas en face d'une situation exceptionnelle. Pardon, nous ne sommes pas dans des situations normales. Nous sommes face à des situations exceptionnelles. Que voulons-nous dire par situation exceptionnelle? Pas encore. Pas encore. Suspendre les lois en vigueur et entamer notre disposition pour gérer la situation. Oui, exactement. En attendant que... Exactement. Oui, tout à fait. On peut prendre l'exemple de pandémie de Covid. Oui. C'est un événement exceptionnel qui Tout à fait. l'État prendre des décisions radicales. Tout à fait. C'est bon? On peut l'assimiler à des états d'urgence qui font appeler l'intervention de l'État. Non, ça on va le voir. La quatrième notion. Alors, C'est prendre des professions qui n'ont été jamais prises d'avant. alors, l'état des circonstances exceptionnelles, c'est quand il y a, Par exemple, au moment de la guerre, au moment de la guerre, oui, tout à fait. Au moment de la guerre, ou au moment des révoltes, ou au moment des agressions extérieures, oui, on peut suspendre les libertés publiques et même les garanties. On ne le fait pas. Mais quand on touche aux libertés publiques, on touche aux droits de l'homme. Mais parfois, certains droits de l'homme sont suspendus pour la défense de la nation. Sur l'intervention dans les circonstances normales, c'est une étape préventive pour empêcher le désordre. Alors que dans cette théorie, c'est déjà le Désordre, après. oui. Et le désordre là, il est la plupart du temps le résultat de faits externes, pas d'internes comme dans le premier cas. Je dis dans la plupart des cas, pas tout le temps. Alors, il y a un risque de rupture de la nation, de rupture de l'existence d'une nation. C'est exactement ce que vit actuellement l'Ukraine face à la Russie. Il y a un danger que l'État n'existerait plus. Et donc, il faut réagir. Et dans ce cas-là, on oppose l'intérêt de la nation à l'intérêt des individus. Et on peut même suspendre les libertés publiques. À ce point, à ce niveau, l'État a besoin de centraliser ou bien de créer un seul pôle de décision, un pôle de pouvoir, un seul pôle de pouvoir pour bien maîtriser la conjoncture. Exactement. Donc toujours dans le contexte des circonstances exceptionnelles, normalement les dispositions ne peuvent pas, dans plusieurs cas, dépasser les principes et les lois. Je vous donnerai un exemple. Le cas de la Covid-19. Jusqu'à nos jours, aucun État dans le monde n'a pu exiger et imposer le vaccin. Par force de la loi, pour la simple raison, enfin je crois, je dis bien je crois et non pas je pense, parce qu'il y a un principe général de droit qui est l'inviolabilité du corps humain. On ne peut pas le dépasser pour imposer le vaccin au monde entier. Tous les États ils n'ont pas pu
l'exiger par force de la loi, quoique les circonstances exceptionnelles. Oui. Donc, oui. Sur- Vite fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec mon camarade. C'est que c'est une sorte de contradiction. C'est, comment dire, dans la période de Corona, on était obligé de se faire vacciner et les droits de l'homme Vous ne permettez pas. oui, c'était à l'encontre des libertés publiques. Là, des libertés individuelles surtout. Individuelles Parce surtout. que le vaccin n'était pas obligatoire. Mais de manière indirecte, était obligatoire du point de vue de droit. C'est tout. Et on ne va pas vous obliger de prendre des chez vous et vous l'injecter. Donc il était obligatoire du point de vue du droit, mais pas de fait. Mais de fait, on a tout fait par le moyen de ça, de la pression sur le salaire, la pression sur la promotion même sur le fait de travailler, donc dans les cinémas, dans les restaurants. Alors là, ça interroge énormément les droits de l'homme et les libertés publiques. C'est bon, alors on avance, s'il vous plaît, excusez-moi. Donc on vient à la troisième théorie, c'est la théorie de l'état de siège. La théorie de l'état de siège, elle s'applique en cas de péril, moment de guerre, d'invasion étrangère, mais aussi ça peut s'appliquer au moment de grandes révoltes. Et peut-être aussi, par exemple, un tremblement de terre qui peut ruiner l'ordre oui, pour protéger les biens des individus. Et là, on peut donner l'exemple que le Maroc a vécu, les événements reliefs, les événements du Zorada. Je pense aussi, oui, en 65, on en a parlé la semaine dernière, le 23 mars de 65. Bien entendu, 72 et 73. Pardon? Non, c'était pas au niveau national. Non. Ça, c'est au niveau national. Les Tunisie, c'était pas. Non, il n'y a pas eu d'état de siège. Il n'y avait même pas ça. Mais il y a des aspects. L'aspect, le fait que les prévenus ont été déférés devant un juge militaire et non pas un juge. Le fait d'appeler le jugement militaire. Et aussi l'intervention militaire. N'oublions pas que c'est une zone militaire qui est protégée par les lois exceptionnelles, les lois militaires. L'état de siège, c'est la décision la plus difficile qu'un gouvernement peut prendre. Oui, tout à fait. C'est normal. Ça risque d'être destructeur. Alors, ce qui est important, et là je vais dans ce sens que vous avez évoqué, c'est que ce qui est difficile avec l'état de siège, ce sont les effets sur l'administration, sur l'État et sur la société. Parce que ça pourrait être irréversible, notamment en termes d'exception aux droits de l'homme et des libertés individuelles. Il peut y avoir des exécutions massives, sommaires, sans justice. Il peut aussi enfreindre l'intimité personnelle dans les écoutes téléphoniques ou dans l'ouverture des courriers. Ça peut être aussi le contrôle inopiné chez soi à minuit ou à 6 heures du matin. Ça peut être un emprisonnement clandestin. Donc tout cela, il peut y avoir même des enlèvements et des disparitions forcées. Donc tous ces effets-là, une fois connus, on a du mal à aller à l'arrière et les réparer. La plupart du temps, la réparation est d'ordre moral et d'ordre financier. Mais il n'est jamais d'ordre physique et réel. Celui qui a perdu un œil, il l'a perdu pour toujours. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait être réparé. Alors, et en ce sens-là, ce qui est important avec l'état de siège, c'est que ce n'est plus le juge ordinaire qui applique les lois. C'est le juge militaire. C'est le pouvoir militaire. Le pouvoir militaire qui prend réellement le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir civil. Il prend tout type de pouvoir. Il gère à la fois l'État et la société avec une certaine, disons, force
pour rétablir l'ordre et la normalité. Et bien entendu, certains l'ont fait, ils ont réussi à s'en sortir, comme le Maroc. D'autres l'ont fait, ils ont du mal encore à s'en sortir, comme l'Algérie. La décennie noire, elle pèse toujours actuellement. Et il y a bien entendu d'autres pays qui ne sont jamais sortis. L'Argentine, le Chili, la Birmanie et même la Russie. Donc, la question de l'état de siège, c'est une théorie qui est extrêmement difficile à contrôler et très difficile à répondre. Alors, il y a la dernière théorie, c'est la théorie de l'état d'urgence. L'état d'urgence. حالة استعجال. Alors, l'état d'urgence, il diffère de l'état de siège par le fait que ce ne sont pas les militaires qui prennent le pouvoir, ce ne sont pas les juges militaires ou la justice militaire qui fait la loi, qui prononce la loi et les peines. C'est la loi. Pardon ? Non, ça reste toujours les juridictions ordinaires, mais c'est ou bien le préfet ou bien le ministre de l'Intérieur qui prend les décisions. Au Maroc, C'est le cas de Covid. Oui, exactement. Quand on a vu le Khaïr, quand on a vu le Bachar, quand on a vu le ministre de l'Intérieur, qui, en concertation avec le ministre de la Santé, sont concertés pour savoir quelles sont les mesures à prendre pour contrôler la propagation du virus de la Covid. Donc en général, pour dire avec le moins de mots, c'est que les décisions reviennent aux nommés, non pas aux élus. Quand on parle de préfet, de local, oui, ce sont les nommés, ce ne sont pas les élus. Donc le peuple, de côté, ne prend pas la décision, c'est le régime ou le système qui décide. Alors, d'accord, oui, je vois ce que vous voulez dire, c'est cette question de la légitimité de la décision prise, est-ce qu'elle est prise au nom du peuple ou au nom de l'État? Mais là, le peuple, dans certaines circonstances, ne peut pas se protéger par lui-même. Par quelle est la force qui va le protéger? Est-ce qu'il est constitué en milice? Est-ce qu'il est constitué en armée? Est-ce qu'il est constitué en horde? Il y a un régime politique derrière, donc c'est le régime politique. Alors, la question ici, elle est la légitimité de la décision et non pas la légitimité de la mission ou du rôle. Ceux qui ont la possibilité d'exécuter une décision, ce sont les autorités publiques. Les citoyens ne peuvent pas. Parce que, d'ailleurs, pour autant qu'on a une seule décision, un qui va vous dire oui, je suis pour la vaccination, l'autre qui va dire non, je ne veux absolument pas, un autre qui dit bah, je pratique voir, mais la pandémie progresse. Et l'État a le devoir de protéger les citoyens et la nation. Comment je peux protéger quelqu'un qui veut se faire vacciner contre quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner? On n'est pas habilité à intervenir dans des conflits individuels. Il y a toujours une instance qui est faite pour cela. Donc, c'est seul l'État. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Angleterre, on l'a vu en Australie. En Nouvelle-Zélande, c'est uniquement aujourd'hui que les frontières ont été ouvertes depuis 2 ans. Donc, cette question d'équilibre entre pouvoir de l'État et liberté individuelle nous interpelle tout le temps, et c'est un équilibre. Ce n'est jamais l'un qui doit l'emporter contre l'autre. Le citoyen ne peut pas imposer sa volonté à l'État. Parce que l'État, en dehors de la question de la légitimité et de la démocratie, elle doit se préserver, rester et durer. Donc ce n'est pas par oui, il est légitime à mon avis la question de l'origine de l'autorité, mais par des moments exceptionnels, on n'a pas le temps pour discuter.
la Covid, l'invasion, ça peut être C'est l'intérêt général qui s'impose. c'est l'ordre. C'est l'ordre public. C'est l'ordre. C'est la solidarité parmi les tâches de la police judiciaire, de la police administrative, c'est d'assurer une sécurité. Alors, je vais m'arrêter au deuxième point sur les mécanismes de protection des libertés publiques, les garanties juridictionnelles et législatives. Pour la semaine prochaine, je ferai juste une petite incursion et je vous donne la parole pour présenter qui c'est qui veut exposer. Allez-y, venez. عاود بليتو ياك بدات تكون مخادع ثاني اسكت واسكت فولي صوت Vous l'avez sur support Olivier. Et surtout les étudiants. Allez-y. Alors, faites vite s'il vous plaît, nous n'avons pas énormément de temps. Vous avez un quart d'heure, pas plus, pour laisser la parole aux autres. Combien de groupes veut présenter aujourd'hui? Il n'y a qu'un seul? Il n'y a qu'un seul? Pas un autre? Donc dans ce cas-là, vous aussi? D'accord, donc il y a deux groupes, 15 minutes, et on va laisser un peu de temps pour la discussion. Vous aussi? Au revoir. Allez-y. Commencez d'abord, soyez plus créatifs pour remplir le temps en attendant. Vous n'avez pas arrêté que l'acteur tourne, c'est une question de fait quand même. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter un sujet relatif à la question de l'injustice climatique et sa relation avec les droits de l'homme. Donc, comme vous savez tous, le réchauffement climatique est un phénomène global de changement climatique caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes. Donc, lorsque la température moyenne de la Terre s'aggrave ou bien monte de quelques degrés,
on assiste à ce phénomène qui modifie les équilibres météorologiques et les écosystèmes. Donc le réchauffement climatique actuel a un impact sur les droits de l'homme en raison des conséquences de ce fait sur la santé en premier lieu, la sécurité de base, comme par exemple l'eau, la nourriture, le logement, etc. Au cours de ces 20 dernières années, on a assisté à diverses plaintes déposées auprès des organismes de défense des droits de l'homme, à savoir un cadre conceptuel et juridique a été élaboré qui prend compte des droits de l'homme dans leur relation avec le réchauffement climatique. Donc, ce cadre est utilisé par les gouvernements, les Nations Unies, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement, et aussi les universitaires pour orienter les politiques nationales et internationales en matière des changements climatiques dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, pour commencer notre présentation, on va suivre le plan suivant. Donc, en premier lieu, on va faire un petit historique pour voir l'évolution des droits de l'homme et cette question de réchauffement climatique. Ensuite, on va enchaîner sur la question des changements climatiques et son évolution avec les droits de l'homme. Ensuite, la partie la plus importante dans cet exposé, c'est celle en relation avec les droits mis en cause par le réchauffement climatique, à savoir le droit à la vie, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'eau et à l'assainissement et le droit à l'alimentation. Et par la suite, on va voir d'autres enjeux, bien d'autres facettes des droits humains, à savoir la migration et les populations déplacées, les conflits armés, les populations autochtones et les droits de l'enfant. Et vers la fin, on va finir avec une petite conclusion. Donc, pour commencer notre premier axe, on va parler sur le réchauffement climatique et les droits de l'homme, un petit peu d'histoire pour savoir comment l'évolution de cette notion. Alors, cette notion a commencé en 2005, lorsque la militante inuit Sheila Watt-Coutier a déposé une plainte auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour demander la réparation pour les violations des droits de l'homme résultant des effets du réchauffement planétaire et climatique causés par les actions et inactions des États-Unis. Mais malheureusement, cette plainte a été rejetée. Et la Commission a invité et entendu le témoignage des représentants inuits jusqu'à 2007. Donc ensuite, en 2008, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté l'unanimité de la résolution 7/23, reconnaissant que le changement climatique fait peser une menace immédiate et profonde sur les individus et les communautés du monde entier et a des répercussions sur la pleine jouissance des droits de l'homme. Donc, ensuite, en 2009, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a publié une étude analytique identifiant les droits spécifiques et les groupes de personnes susceptibles d'être affectés par les perturbations climatiques. En 2010, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a repris les éléments qui ont été analysés précédemment et a identifié ce qu'on appelle la relation entre les droits de l'homme et les changements climatiques dans son rapport sur la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2010. Donc, en 2012, la Convention cadre des Nations Unies a établi ce qu'on appelle un mandat des obligations, ou bien le principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire les industries qui polluent plus vont payer des taxes sur ce qu'on appelle la plus-value, ou bien le taux d'émission des gaz à effet de serre. Donc en mars 2015, un rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'environnement a été créé et une extension de l'ancien mandat sur les obligations en matière des droits de l'homme liées à la jouissance d'un environnement sûr, propre, sain et durable. Donc ensuite,
60 titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l'ONU ont publié une déclaration commune à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme, appelant les États à intégrer leurs obligations existantes en matière de droits de l'homme dans les négociations sur les changements climatiques. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie qui concerne les droits remis en cause par le réchauffement climatique.
de mort en raison des vagues de chaleur et des feux de forêt, des risques croissants de dénutrition en raison de la diminution de la production alimentaire dans les régions pauvres et des risques grandissants de maladies transmises par l'alimentation et l'eau. Selon l'OMS, une augmentation de 1 degré Celsius de la température mondiale pourrait doubler les décès annuels dus au changement climatique. Troisièmement, le droit au logement. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, y compris un logement convenable. Cependant, le dérèglement climatique menace le droit au logement d'une multitude de manières. Les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations et les feux de forêt, détruisent déjà des logements et provoquent les déplacements des personnes. Droit à l'eau et à l'assainissement. Le comité des droits économiques, sociaux et culturels note que le droit à l'eau n'est pas seulement une condition essentielle à la survie, mais aussi qu'il est inextricablement lié à d'autres droits, tels que le logement, le niveau de santé accessible, le niveau de vie suffisant et droit à l'alimentation. Toute personne a droit à l'eau pour son usage personnel et domestique, et à l'assainissement permettant de rester en bonne santé. Pourtant, plusieurs facteurs tels que la fonte de neige et des glaces, la diminution des précipitations, la hausse des températures et la montée du niveau des océans démontrent que le dérèglement climatique affecte et continuera d'affecter les ressources d'eau, tant en termes de quantité que de qualité. Déjà, plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et le dérèglement climatique aggravera la situation. Dernièrement, on arrive au droit à l'alimentation. Ce droit est garanti par l'article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les États parties au pacte doivent maximiser leurs ressources disponibles pour réaliser le droit à une alimentation adéquate. Le réchauffement climatique affecte les 4 piliers de la sécurité alimentaire: disponibilité, accès, utilisation et stabilité. L'accord de Paris reconnaît la priorité fondamentale d'assurer la sécurité alimentaire et les vulnérabilités particulières des systèmes de production alimentaire dans le contexte du réchauffement climatique. L'article 2 appelle à une adaptation aux effets néfastes du changement climatique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'une manière qui ne menacera pas la production alimentaire. Le quatrième rapport d'évaluation du GIEC prévoit que la production alimentaire augmentera dans les latitudes moyennes à élevées avec une augmentation de la température comprise entre 1 et 3 degrés Celsius. Cependant, aux latitudes plus basses, la productivité des cultures devrait diminuer, ce qui augmente le risque d'insécurité alimentaire dans les régions les plus pauvres du monde. Le programme des Nations Unies pour le développement estime que 600 millions de personnes supplémentaires seront confrontées à la malnutrition en raison du réchauffement climatique. Ceci est susceptible d'avoir un effet particulièrement dévastateur sur l'Afrique subsaharienne. Passons maintenant les enjeux pour le droit de l'homme. On a premièrement, on va commencer avec les conflits armés, ensuite la migration, la population autochtone et enfin le droit de l'enfant. Ce ne sont pas des conflits armés. Les enjeux internationaux de consolidation de la paix internationale a identifié 46 pays où les effets du changement au réchauffement climatique, y compris la rareté d'eau, la perte de terre, c'est le cas par exemple des incendies, etc. Les événements météorologiques externes. La reconnaissance des saisons de croissance et le fond du glacier peuvent interagir avec les forces économiques, sociales et politiques pour créer un risque élevé de conflit violent. Ce qui concerne la migration, la population déplacée, les recherches publiées suggèrent que le changement climatique pourrait créer de 50 à 200 millions de nouveaux déplacés internes et internationaux. Les méga-deltas en Asie. En Afrique, les petits îles sont exposés à un risque élevé d'inondation et de tempête qui entraînera un déplacement à un grand échelle de population locale. Le concept migrant environnemental vise à combler une lacune dans les secteurs juridiques et politiques pour les millions de personnes qui ne sont pas protégées juridiquement et internationalement. L'Organisation internationale a proposé une définition par rapport à la migration, dont il a dit les migrants environnementaux sont des personnes ou des groupes de personnes qui, principalement pour des raisons de changement soudain ou progressif de l'environnement, qui affectent négativement leur vie
ou leurs conditions de vie sont obligés de quitter leur domicile habituel. Vous choisissez de le faire, temporairement ou définitivement, et qui déménagent dans leur pays à l'étranger. Passons à la population autochtone. Le changement climatique a un impact différent sur les peuples autochtones, non seulement en raison de leur lien physique et spirituel avec la terre et l'eau, mais aussi parce qu'ils possèdent des connaissances écologiques et traditionnelles spécialisées qui peuvent être utilisées pour trouver la meilleure stratégie d'atténuation de ces effets. Le peuple autochtone voit leurs moyens et substances et leur identité culturelle menacées à travers le monde sur toutes les conditions. Environ 370 millions d'autochtones sont touchés. Alors, cela fait partie de l'apprentissage de la parole en public. C'est quand il y a un dépassement du temps qui vous a été imparti, on s'arrête. Si vous ne le faites pas de façon volontaire et consciente, là c'est le chair ou ce qu'on appelle le modérateur de la session qui va vous arrêter. C'est très bien, parfait, vous avez travaillé, vous êtes investi pour chercher un document, pour nous le lire. D'accord? Alors, c'est des remarques, ce sont des remarques constructives pour vous faire améliorer votre prestation et performance et éventuellement pour vous préparer à des rôles et des missions plus importantes. D'abord, on n'est jamais comme ça devant le public. À la rigueur, il me dit, professeur, vous m'emmerdez avec votre exposé. Laissez-moi. Non, je dis pour lui. Je ne parle pas pour vous, pour lui. Alors, il y a vraiment une posture à avoir. Ça, c'est pas une posture. Quelqu'un qui aspire à devenir un responsable. D'accord? Il faut que vous soyez à l'esprit militaire. Ça veut dire que je suis là, sur mes deux pieds. J'utilise aussi l'espace. Utilisez l'espace. Les allées latérales droit, l'allée latérale gauche, milieu. Le contact visuel, c'est extrêmement important. Si vous ne le voyez pas, eux non plus, ils vous voient. Le contact visuel. Pourquoi il y a un problème de contact visuel pour vous les trois? C'est parce que vous avez le document que vous nous avez donné et vous le lisez. Attention, il marche. Et vous continuez. On ne lit pas. Vous avez un schéma, c'est très bien fait. Faites un schéma. Je vous ai dit dès le départ, lisez, faites un schéma, prenez note, transformez les notes en schéma, le schéma en carte mentale. Comme vous avez fait la fois où vous avez exposé, et vous continuez à parler comme si c'est vous qui écrit le texte, alors que je sais que ce n'est pas vous. Alors, par rapport, j'ai vu à la fin de la page, il y a la bibliographie, ce qui est bien, c'est très bien, c'est-à-dire que ce n'est pas votre propre document. Et là, au lieu de dire réalisé par, présentez par. Parce que le document, on voit qu'il a été pris quelque part, mais ce n'est pas un problème. Alors, vous avez pris des notes, c'est bien. Vous avez lu le document, c'est pas bien. Et vous avez... Ça, à la rigueur, ça c'est bien, ça c'est intermédiaire, ça c'est pas du tout bien. Une fois le document est là comme un support qui va nous aider, on le laisse de côté, on prend les idées essentielles, les idées matricielles, on les expose comme schéma et on commence à discuter. Et le temps, le respect du temps. Question du temps. Ça c'est ahurissant. أنا قصدت تضرب بيناتكم راه كنبان حمار وملي كتصدر سبحان الله ما عرفتش الدنيا عليك محدود قربنا نموتوا خصنا نسلكوا ليكسبوزي الدنيا راه غاديه ما عندوش هاد البارامتر هذا. Il ne sait pas que il y a un temps qui vous a été imparti, et même j'ai dit 15 minutes parce que vous êtes 3. Moi, ce qui m'intéresse pas, c'est ce que vous dites en substance. À 4, excusez-moi. Alors, ça m'intéresse pas ce que vous dites. Ce qui m'intéresse, la manière dont vous appropriez le texte et dont vous le restituez à l'auditoire. D'accord? Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le temps.
le respect du temps, la carte mentale. Et croyez-moi, si vous faites cela, vous allez réussir avec les meilleures notes possibles dans toutes les matières. Je dis, vous avez déjà le texte. Pourquoi faire d'un texte à un autre texte? C'est prendre des idées sous forme de points, un schéma que je mets dans ma tête et par la suite, je peux me le restituer. Et jusqu'à aujourd'hui, j'arrive à restituer les cartes mentales quand j'avais 16, 17, 18 ans, de mes cours de droit, de relations internationales et de sciences politiques. C'est bon? Le message est passé? Oui. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous. Mais nous n'avons pas terminé le médiatique. Mais vous n'avez pas respecté le temps. Eh ouais. Non, puisque c'est l'espace de discussion. Allez, au suivant. Ça Vous allez apprendre toute votre vie à partir de ce parce que moment. vous- Allez, notre groupe, s'il vous plaît, venez. Où est-ce qu'il y a notre groupe? Où est-ce qu'il y a notre groupe qui a levé la main tout à l'heure? Un apprentissage, là. La question du temps, c'est un apprentissage aussi. Alors, il me semble qu'il y a un immense travail à faire sur la personnalité. Si j'avais été le ministre de l'enseignement supérieur, ce que je ne serai jamais, c'est pas parce que je ne le veux pas uniquement, mais aussi parce que c'est pas fait pour moi, je ne suis pas fait pour, malheureusement d'ailleurs. Mais il doit y avoir un travail sur... C'est plus que les soft skills et les hard skills, tout ce discours à faire joli, mais un travail sur la personnalité de base. La personnalité de base doit être créée, encadrée durablement et, disons, refaite inlassablement, évoluer inlassablement. Il y a un travail sur la voix, l'intonation, travail sur le langage du corps, sur le contact visuel, sur la proximité, l'espace et surtout, après, par rapport à une question fondamentale, je l'ai déjà signalé, c'est le contrôle de soi. Vous ne vous contrôlez pas du tout. Ce n'est pas parce que Dieu existe, ou le chef de l'État est là, ou parce que le père est à la maison, ou le prof est en classe, que je vais faire le gentil. Pas du tout. Et quand ils ne sont pas là, alors là, je fais ce que je veux, comme quand le chat est absent, les souris dansent. Non, c'est par rapport à une posture, c'est par rapport à une éducation, c'est par rapport à un contrôle, un contrôle de soi. Et je ne comprends pas pourquoi quand je suis là, je me force et je vous force à vous taire une fois que je tourne le dos, le souk hebdomadaire. ثلاثة الحجاج الأربعة الخميس. Et la dernière remarque, elle est là. La remarque, elle est là. Vous voyez la remarque? Sur ses pieds, quand il y a un feedback, le prof vous donne un feedback. Il sait quels sont les éléments pédagogiques et les éléments psychologiques à mettre en marche.
Et quand il vous le dit, c'est parce qu'il le dit comme ça, pour discuter. Non, c'est parce qu'il y a une orientation à laquelle il faut s'astreindre. Je lui dis que ce n'est pas possible de vous accorder plus de temps, même si vous n'avez pas terminé. Elle continue, voilà. Elle n'a pas encore donné la parole, et elle continue. Qu'importe la raison, ce qui est important, c'est qu'au départ, je vous ai dit 15 minutes de respect du temps, c'est le respect de la parole, c'est le respect de la loi, c'est le respect de tout ce que vous voulez. Puisque, monsieur... Non, c'est discutable, mais ce n'est pas le moment, on n'a pas le temps. Allez-y. Puisque, monsieur, quand vous avez sorti de l'amphi, notre projet a été suspendu. Pourquoi? Puisque... Non, ça n'a rien à voir avec moi, c'est entre vous. Moi, je suis là un facilitateur. Ainsi que mon ami a dit qu'il a fait le chrono et il a c'était juste 13 minutes. Il fallait pas arrêter. Il fallait pas arrêter. Et puis dernièrement, c'était l'espace de discussion avec... Alors, ملي تضربونو وقفوا الماتش. سي دابا ماشي الوقت بدا الدائرة كي بديتي تقرب اسمعي. D'accord. Donc, et la vie continue. Malheureusement, parfois heureusement, parfois malheureusement. La question du respect du temps, l'auto-organisation. J'aurais bien aimé travailler avec vous ces aspects de la personnalité. Malheureusement, on n'a pas le cadre, on n'a pas le temps. Puis on passe le temps à chasser les amphis, les espaces, les salles. Mais faites-le pas. Faire des séances supplémentaires. Oui, bien sûr, on peut le faire. À ce cadre. Oui, à ce cadre. Alors, il va y avoir une séance supplémentaire mais très longue pour les exposer. Et à chaque fois que je fais une remarque à un groupe, il faut la noter, mais vraiment by heart, à cœur. D'accord? Je ne le dis pas comme ça. Je le dis avec une vision, avec un souci. Et quand je le dis, dites bien que c'est très important pour l'évolution de votre personnalité et de votre carrière. We are thankful then. Sorry, pardon? We are thankful. Merci. Mais Dieu. Alors, voilà. Pareil, vous avez 10 minutes pour... Alors, prenez, comme je vous ai dit, prenez modèle sur Hajar. C'était vraiment... C'est pas parce qu'elle m'a plu ou j'ai voulu lui faire plaisir. Non, parce qu'elle a parlé schéma, un contenu, une présence vocale, une présence physique, l'utilisation de l'espace, et elle a respecté le temps. Je vous l'ai dit, prenez modèle sur cette expérience. Vous savez maintenant, si vous voulez être des leaders, qu'est-ce qu'il faut faire? ماشي دابا اي واحد عامين كنت باش شي سطار باش تحكم عليه ما دابا راه داز الحال صافي عامين 3 سنين ان شاء الله داكور ابروني فهمتي انت ما فهمتيش حيت عامين ما كنتش عندي في الجروب بمعنى انا قلت لك غير هذه واحد 4 ساعات كنتي كتهضري انت وياها وسبب باش انا تفاعلت بسببهم بجوج هي راه فهمات وحنا زعما ساعه سكتت انت اللي مازال كتفهم. Commencez pas. Ça, c'est à vous d'être présent. C'est vous, maintenant, the key person. C'est à vous de prendre, si vous voulez danser, si vous voulez chanter, ça fait partie aussi de l'atmosphère. Je ne rigole pas. Si vous voyez que l'atmosphère est tendue, faites une blague. Faites un petit chant. Créez un événement qui pourrait attirer l'attention de l'audience, mais en même temps que l'audience porte attention à votre égard. Comment, monsieur? Non, laissez libre cours à votre personnalité. Bonjour, chers profs, chers collègues. Alors, concernant notre exposé, on va parler des droits de l'homme en parallèle avec les diversités culturelles. Alors, avant d'approcher ce sujet, on va d'abord définir les mots-clés
à savoir droit de l'homme et la culture. Que c'est que la culture et que c'est que le droit de l'homme. D'abord, Non, pas la culture, je vois la diversité culturelle. C'est diversité culturelle. D'accord, c'est pas la culture. C'est différent. Si vous parlez de diversité culturelle, ce n'est pas la culture. C'est très différent. La culture, c'est l'accès aux droits culturels. La diversité culturelle, c'est la pluralité des cultures et la reconnaissance que cette pluralité, elle est protégée. Elle, d'abord, elle existe et elle est protégée. Et on doit la protéger par tous les moyens. Donc, concernant les droits de l'homme, ce sont ces droits universels, qui consistent à protéger la dignité de l'être humain. Pourquoi l'être humain et pourquoi pas quelqu'un d'autre, car l'être humain est doté de cette personne, de cette raison, il est un être, c'est-à-dire rationnel, et de ce fait, il faut protéger sa dignité et la respecter. Alors, concernant les diversités culturelles, alors on peut la définir selon deux projets, projet philosophique et projet sociologique. Alors, concernant le point de vue sociologique, les diversités culturelles, ça concerne ce qui est distinctif entre des peuples donnés dans une période donnée. En parlant du sens intellectuel, affectif, matériel, en quelque sorte. Par exemple, les modes de vie, les systèmes de valeurs. Les systèmes de valeurs, traditions et croyances. Ainsi, on a une définition philosophique. On oppose la culture à la nature. On regarde, on avance. On oppose la culture à la nature. On verra la culture qui vient alors ce qu'on a évolué avec une aide extérieure. Que cela soit volontaire ou imposé du fait de la nature. En effet, l'être humain a toujours voulu combattre son environnement et son autonomie pour dépasser ses limites biologiques. En effet, le premier être humain, la technique des traces, on a trouvé que le premier être humain, il date de l'Afrique, il se trouve à l'Afrique. Alors, si on n'a pas dépassé nos limites biologiques, on ne se trouvait pas sur 4 continents aujourd'hui. Ainsi, les conquêtes et les découvertes. Alors d'abord, on va commencer par définir la première période, celle de préhistoire. C'est la période qui a commencé 3000 années avant Christ. C'est la période dès l'apparition du genre humain jusqu'à l'apparition des premiers documents, c'est-à-dire même avant la création d'écriture. Alors, vous pouvez poser la question, alors comment on va savoir ces modes de vie, alors qu'on n'a même pas des bases décrites pour savoir cela. Alors, pour cela, les historiens se réfèrent aux vestiges matériels. Que veut dire les vestiges matériels? Ce sont, que ce soit des œuvres d'art, des peintures sur les murs, ou bien des outils de chasse en pierre, c'est-à-dire les outils soit de pierre, soit de tel matériel qui sont taillés pour les utiliser dans la chasse. Alors, concernant cela, les historiens, ils ont deux hypothèses concernant les droits de l'homme dans cette époque-là. Alors, on a la théorie de l'abondance, c'est-à-dire que les Grecs et les Amazoniens, selon leur mythe, évoquent que nos ancêtres vivaient dans l'âge d'or et qu'ensuite il y avait chiffre de l'humanité. Alors il y a une autre théorie, celle de la rareté, c'est que l'être humain a, dans une évolution lointaine, depuis l'état sauvage à la civilisation. Après, on va passer à l'Antiquité. L'Antiquité, c'est le temps ancien. C'est l'une des périodes de l'histoire.
cristallisé chez les philosophes du XVIe siècle. Parmi les philosophes, on trouve Thomas Hobbes, John Locke, on trouve aussi Aristote et Platon. Pour Thomas Hobbes, l'exercice de droit de l'homme est très difficile car l'homme est un loup. Pour John Locke, l'homme a le droit à la vie et à fonder une famille. Aristote évoque le principe de respect que l'individu doit porter en Platon fait pour protéger la valeur intérieure de l'homme. L'école du stoïcisme, selon ses enseignements, la voie de bonheur et de propriété pour les états humains, consiste à accepter le moment tel qu'il est présent, à ne pas se laisser contrôler par le désir du plaisir, ni la peur de la douleur, à utiliser son esprit pour comprendre le monde. En 539 avant le Christ, le roi Cyrus a déclaré que toute personne ayant le droit à choisir son propre religion et le droit à l'égalité sociale. Ce décret a marqué une avance importante pour l'humanité. Ce décret connaît aujourd'hui sous le nom de Synode de Cyrus, qui a été identifié comme la première déclaration des droits de l'homme dans le monde. Dans cette troisième partie, on va aborder les droits de l'homme à la période du Moyen Âge. Les droits de personnes, les droits de l'homme, la chose qui va emmener en 2000 que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes appelle à cesser l'utilisation du terme droit de l'homme, qu'il considère comme discriminant envers les femmes pour préférer l'expression droit humain. Quatrièmement, l'avènement de l'ère de démocratie populaire et convention internationale. En 1789, avec la chute de la monarchie et la proclamation de la première république, on se voit la fuite de ces droits de première et deuxième génération. En 1782, c'est la chute de la monarchie, l'apparition du siècle des Lumières qui est un mouvement philosophique
littéraire et culturel du jour, qui connaît l'Europe de 1715 à 1789 et qui se propose de promouvoir le rationalisme, l'individualisme et le libéralisme contre l'obscurantisme de l'Église catholique et contre l'arbitraire de la royauté et de la noblesse. Passons maintenant à l'époque contemporaine. Tout d'abord, l'approche de l'action de la diversité culturelle à l'époque contemporaine occupe l'arène des débats mondiaux. Aujourd'hui, plus que jamais, d'autant plus que les cultures subissent un processus de migration, de transmission et de fertilisation croissante. L'époque contemporaine est la période débutant à la Révolution française. En 1789 jusqu'à aujourd'hui, couvrant la fin de la monarchie, la révolution industrielle, les guerres mondiales et le développement des moyens de communication. Ensuite, compte tenu de la multiplicité des modes d'expression des individus, des groupes et des communautés. La diversité culturelle est clairement au cours des débats contemporains sur l'identité et la puissance sociale. Le processus de mondialisation facilité par le développement rapide des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, et souvent considéré comme contribuant à éroder cette diversité culturelle, et donc à rendre la préservation de la diversité plus importante. Le développement exige en tant que processus visant à atteindre toute dimension émotionnelle, morale et spirituelle qui les contient, plus grande sur la satisfaction. Pour tout ce qui précède, on peut dire que les droits de l'homme sont centrés sur le respect de la diversité culturelle dans chaque pays et chaque vie, qu'elle soit linguistique ou religieuse, afin d'éviter l'émergence d'un fanatisme qui pourrait conduire à sa destruction. Le respect de la diversité culturelle contribue à l'affirmation de l'égalité des différentes cultures. De plus, cette reconnaissance est fondée sur le postulat que, aussi noble soit-il une culture, fait partie du patrimoine humain commun et ça mérite d'être reconnu. Également, il est nécessaire de protéger le droit à la diversité culturelle, car de nombreux textes juridiques ont été émis par le système des Nations Unies, UNESCO, concernant la diversité culturelle et sa relation avec les droits de l'homme, qui a compris l'article 1. Cultural diversity is common heritage of humanity. Cultural take varies from macro-space and the time, and this diversity is manifested in originality and plurality that make up humanity. And cultural diversity is a source of exchange, innovation, and creativity that's necessary for human race. The necessity of biological diversity for living organisms. On the other hand, the use of cultural diversity is still the subject of debate, especially with the crisis of identities and the communication. Why? Because our generation has gone up in age. We haven't known a world without technology. That's why I'm completely believed that the subject or the topic of technology still need to talk about it more and more and more. It is a matter that creates many problems at the level of coexistence, harmony, and awareness of the need to other infinite diversity, and also the acceleration of technology that's influenced our perception of the communication and our understanding of identity. Terminé? Que va? Ça fonctionne bizarre. C'est grave. Alors, toujours, vous avez vu, c'est très facile d'être assis, regarder, écouter, que d'être devant, debout et travailler. Une chose que je peux vous donner d'abord, qui va vous servir dans toute votre vie, c'est n'ayez pas le trac. Le trac, c'est très important que vous de l'avoir. Une demi-heure avant, un quart d'heure avant, 10 minutes avant, 5 minutes avant, mais au moment où ça commence, parce que le trac, il est mobilisateur des compétences.
intellectuelle, émotionnelle, affective, mais il ne faut pas vous laisser prendre par le trac. Il est bien pour mobiliser, mais une fois on commence, moi je peux vous raconter une histoire qui m'est arrivée récemment, c'est que même professeur, même quelqu'un qui est, disons, habitué à la télévision, au débat, à la discussion, mais on a toujours le trac. C'est comme le pianiste, s'il n'y a pas le trac, il ne peut pas mobiliser ses ressources et surtout les compétences mécaniques. Alors, mais une fois on commence, le déclic, plus de trac, et là vous allez utiliser le trac dans un sens positif, comme un moteur qui vous propulse. Alors, quand je vous fais les remarques, ce n'est pas pour remplir le temps ou pour parler, ce sont des orientations, ce sont des évaluations individuelles que vous devez intégrer. D'accord? Première chose, c'est que la plupart d'entre vous sont timides. Vous avez une timidité, pour certains d'entre vous, maladive. Ça se soigne. La timidité normale, ça se convainc avec le travail. Faites du théâtre. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est le théâtre. Allez faire le théâtre. Faites-le en arabe, en français, en anglais, en tchèque, ce que vous voulez, ou en bambara, ou laf, zoulou, mais faites-le et exprimez-vous. Pour certains d'entre vous qui peuvent faire la musique, allez-y, c'est libérateur, c'est formateur de la possibilité. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, apparemment, vous n'avez pas pris la leçon sur le niveau qui vous a devant vous. D'accord? Vous n'avez pas utilisé l'espace, vous êtes resté vraiment les yeux braqués sur le papier. Ça, une fois qu'on en termine, on le jette. Tout se passe à l'intérieur, à la rigueur, une page ou deux pages, avec des idées, des orientations, comme je fais moi-même, pour organiser les idées et ne pas laisser libre cours à mes divagations. On peut divaguer, c'est facilement, mais prenez des notes, ça vous recadre. Une fois que vous commencez à divaguer, il vous remet sur les rails. Deuxièmement, une question de... Oui, c'est la première fois pour certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, vous utilisez le corps dans l'espace, mais vous êtes toujours crispé. Non, le corps doit être relâché, il doit être détendu, et il doit s'imposer pour attirer l'attention. Personne d'entre vous n'a attiré l'attention. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez retenu de leur exposé, croyez-moi, moi non plus, j'ai rien retiré. Pourquoi? Parce que vous étiez crispé et les étudiants ont du mal à vous suivre. Parce que vous n'êtes pas imposé à eux avec le regard visuel. Il y a une grimace, quand vous étiez en train de parler, il y a une grimace faciale qui a été faite. Si vous l'avez fait, vous serez suicidé dans les 30 secondes qui ont suivi, mais heureusement pour vous, vous ne l'avez pas vu. Alors, la question de la posture, c'est bon, le temps, ça va, la lecture, il ne faut pas lire. Ce n'est absolument pas intéressant de lire quelque chose qui est déjà écrit. La question de la transition, de vous à vous, de vous à elle, il n'y a pas, et maintenant, je laisse la parole ou je laisse le champ libre à ma co-équipière pour présenter la partie concernant l'Antiquité. À vous la parole, Zora. Vous appelez Zora? Ton Rita? À vous la parole, Rita. À vous la parole, ce que vous voulez, et pareil. Donc la question de la synchronisation et de la transition, on doit voir que ça a été travaillé. Il faut la retravailler. Alors maintenant, après avoir mis l'accent sur les rapports de la diversité culturelle pendant l'Antiquité, je laisse la parole à Fouha pour qu'il les expose le Moyen-Âge. Voilà. Et vous allez, c'est pas forcément que vous allez rester assise, soyez là. Si jamais il y a un mot qui est dit et qui est difficile à écrire, prenez le marqueur et écrivez le mot, que votre mot est clair. Alors, la voix. Qu'est-ce que la voix? C'est très important. On commence à parler très doucement, timidement, et on reste statique. Jusqu'à épuisement existentiel et la fin de la vie. La voix,
il faut savoir l'utiliser en fonction des leaders que vous voulez faire passer. Quand vous voyez que l'auditoire est en train de se perdre, d'être, disons, relâché dans la nature, ou quelqu'un qui commence à s'endormir, ça existe, ou à perdre concentration, ou à se parler, on utilise la voix pour ramener la brebis dans les gérants du groupe. Alors, ça, c'est ce que j'ai relevé comme point sur lequel il faut travailler. Alors, là, il y a quelque chose à laquelle j'ai pensé tout à l'heure, mais oui, alors, c'est très important, je vous l'ai dit, la question du sérieux. On n'est pas là pour faire sérieux. Parfois, oui, il faut faire. Enfin, tout le temps. Mais, il ne faut pas que ce soit perçu comme une persécution ou comme un abus. Non, la plupart du temps, c'est le temps où on utilise la gaieté. On peut faire une vanne, on peut faire une petite blague, oui, tout à fait. On peut faire un petit geste manqué, oui, ça va. Mais tout cela pour détendre l'atmosphère, il ne faut pas que ce soit vraiment une atmosphère de mort, de funèbre, une atmosphère. Non. Alors, ma remarque maintenant sur le fond. Sur le fond, tout cela, ça a servi à rien. Vous avez parlé, vous n'avez rien dit par rapport à droit d'homme, que par rapport à l'anthropologie et à l'ethnologie. Jusque-là, il n'y avait pas de droit de l'homme. Donc le titre, droit de l'homme et diversité culturelle, il n'est pas là. Il n'y a pas de droit de l'homme à cette période, donc ce n'est pas la peine d'en parler. On commence à partir de 1848. À 45, à la fondation des Nations Unies, 48, la déclaration, et on lit les déclarations des droits de l'homme, les droits culturels, c'est la troisième génération. Les droits culturels. Qu'est-ce que dit la Convention des droits culturels? Vous n'avez pas parlé des minorités ethniques, vous n'avez pas parlé des minorités religieuses, vous n'avez pas parlé des minorités culturelles. Il y a, pas forcément des écrits juridiques, il peut y avoir aussi des écrits historiques, philosophiques sur la question de la diversité. Alors maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un problème si vous liez cela à la culture. Liez-la à la diversité culturelle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils ont parlé de la diversité culturelle? Ils l'ont défini? Non. Ils ont dit ce que c'est. Dire, vous avez passé 20 minutes à parler, pour après, dans le revoir, il y a circulé, il n'y a rien à voir. La diversité culturelle, c'est une diversité importante. Et les droits culturels, c'est aussi, il fallait parler de la troisième génération des droits de l'homme, c'est les droits culturels des individus et des peuples. Les peuples autochtones, bon, vous en avez parlé, non pas non, c'est vous qui avez parlé l'autre groupe qui a parlé, ils ont parlé des droits des populations autochtones. C'est intéressant. Sur la culture, pardon, les langues. Il n'y a pas encore dit un mot sur les langues. La langue berbère, la langue amazigh, la langue yiddish, toutes les langues qui sont menacées de disparition. C'est là où il y a la diversité. Vous voyez, cela me ramène à vous parler d'un autre point, c'est celui de la qualité de la recherche à effectuer avant l'exposé. Il faut savoir quel document utiliser. Allez, on arrête. On ne va pas se perdre la tête avec les autres documents. Non. Vous sortir plusieurs références et vous lisez en fonction de la référence qui répond à l'exigence de l'exposé, on retire non, ou vous lisez plusieurs documents et on prend ce qui est intéressant. Donc la diversité culturelle. Alors, après les avoir molestés et lynchés, je vous donne le droit de faire pareil. Est-ce que vous avez des remarques pour eux? Est-ce que vous avez des remarques, des conseils? Je les remercie pour l'effort qu'ils ont fait pour nous. Donc, un grand respect pour les deux groupes. Donc, ils ont fait quand même un effort, ils ont présenté, ils ont pris cette initiative pour partager avec nous un effort. On les remercie vraiment. C'est tout? Oui. C'est pas bon.
voudrais tout d'abord remercier simplement de que ce soit une position. Mais